Expression génétique et acquisition du phénotype. Nous allons essayer de voir, de montrer comment certains facteurs internes peuvent modifier l'expression de gènes au cours du développement. Alors nous avons vu dans un cours précédent l'expression d'un gène conduisait à une protéine. Alors c'est quoi l'expression d'un gène? Eh bien c'est dans un premier temps la transcription qui va donner un précurseur correspondant à un ARN messager. Donc c'est un pré-ARN messager, donc qui est de la même grandeur que le gène correspondant. Et ensuite, ce précurseur va subir un épissage qui va permettre l'élimination d'introns et le regroupement de certains exons. Et de ce fait-là, on obtiendra, suite à la maturation, donc qui correspond à l'épissage, on obtiendra donc des ARN messagers, numéro 1, numéro 2, numéro X, etc. Et chacun va produire une protéine différente. Alors la production n'a pas lieu forcément dans la même cellule, ça peut être dans des cellules différentes. Et donc ensuite, la traduction de ces ARN messagers donne une protéine, alors je crois que je me suis répété là, donc donne une protéine qui aura une fonction bien précise au sein d'une cellule. Bon, donc ça c'est l'expression génétique telle que nous avons l'habitude d'en parler, qui conduit à une protéine, donc un assemblage d'acides aminés. Donc une séquence nucléotidique au sein d'un gène, d'un allèle, va donner une protéine qui est un assemblage, donc une séquence d'acides aminés bien précis. Donc la séquence est bien précise et les acides aminés dans cette séquence sont bien précis également, il y a une vingtaine d'acides aminés. Là aujourd'hui nous allons parler d'expression mais d'acquisition du phénotype également, mais avec une petite originalité, c'est que là nous allons parler de gènes de développement et nous allons voir qu'il existe des facteurs de transcription et des séquences régulatrices. Alors les facteurs de transcription donc, sont des molécules qui vont réguler, c'est-à-dire dans le sens activer ou inhiber, la transcription après sa liaison avec l'ADN. Bon. Donc ça veut dire que les facteurs de transcription vont se fixer à la molécule d'ADN et puis faire en sorte que la transcription soit possible ou pas. Bon. Donc d'où le terme, d'où le sens activer ou inhiber, donc dans le sens réguler. Parce que la régulation peut se faire dans le sens de l'activation, mais également de l'inhibition. Et on va voir qu'il existe également des séquences régulatrices, donc qui sont une partie, c'est la partie d'une molécule d'ADN, donc on prendra un exemple précis, qui ne va pas coder pour une protéine, mais qui va influencer le niveau de transcription des gènes présents. Donc nous allons en parler sur un exemple, en parlant d'un petit poisson, c'est une épinoche. Alors épinoche c'est un poisson, on ne dit pas un épinoche, on dit une épinoche. Alors on a dit, alors désolé je suis un peu enrhumé, donc de temps en temps je vais prendre mon mouchoir. Alors je vais essayer de me moucher le moins possible. Alors le phénotype résulte des produits issus de l'expression génétique. Donc le phénotype, c'est aussi bien les ARN messagers que les protéines. Alors, lorsque l'on parle de phénotype moléculaire, parce que lorsque l'on parle de phénotype cellulaire, il s'agit d'une cellule, enfin de ce qui se passe au niveau d'une cellule en relation avec un phénotype moléculaire déterminé, par exemple, et ensuite l'ensemble des cellules va donner un organisme, et au niveau de l'organisme, on peut définir le phénotype macroscopique. Donc, je répète que le phénotype résulte des produits qui sont issus de l'expression génétique, donc ARN messager, et puis protéines. Donc, deux niveaux de phénotype moléculaire. Dans une cellule, l'activité des gènes est régulée. Donc, cette activité des gènes, elle est régulée. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des séquences. Tout à l'heure, je vous parlais de facteurs de transcription et de séquences régulatrices. Eh bien, on verra que ces facteurs en fait vont réguler
l'expression de certains gènes. Bon, donc l'activité des gènes est régulée en interaction avec des facteurs internes et externes à l'organisme, évidemment. Et dans ces facteurs externes, il y a les facteurs de transcription et séquences régulatrices dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je me répète un petit peu, mais on va essayer de voir comment certains facteurs internes, c'est-à-dire là on va parler de facteurs de transcription et de séquences régulatrices, donc comment ces facteurs peuvent-ils modifier l'expression des gènes au cours du développement. Alors on va prendre l'exemple d'une variation du plan d'organisation chez un poisson que l'on appelle épinoche. Alors, donc on voit, alors vous essayez de trouver une photo sur internet où vous voyez donc des épinoches. Alors il y a deux phénotypes différents. On voit un phénotype qui correspond à une forme marine, donc qui vit dans l'eau de mer, l'eau salée, et une forme qui est plutôt lacustre, donc qui va vivre dans des zones d'eau douce, donc les lacs par exemple, les étangs. Bon. Donc les poissons, tous les poissons en fait sont des vertébrés qui possèdent en principe deux paires de membres sous forme de nageoires, donc ce sont des nageoires. Alors on peut avoir des nageoires antérieures, alors on dit également des nageoires pectorales, donc ils sont situés donc, au niveau des pecs, entre guillemets, donc nageoires pectorales, et des nageoires postérieures, où on dit également les nageoires pelviennes. Alors l'épinoche, donc ce petit poisson, donc c'est un petit poisson, donc que l'on appelle d'un nom scientifique compliqué, Gasterosteus aculeatus. Bon, là c'est pour les savants. Donc cette épinoche va présenter deux phénotypes dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc une forme marine et une forme lacustre. Donc ces deux phénotypes sont sensiblement différents. La variété marine, en effet, va posséder deux nageoires pelviennes épineuses, donc des espèces d'épines, qui sont assez développées, et tandis que la variété lacustre en est dépourvue. Donc il n'y a pas de nageoires pelviennes épineuses dans les formes lacustres. Donc voilà, donc deux phénotypes différents. Alors on peut faire des croisements, donc des croisements réalisés en laboratoire entre ces variétés ont démontré que ces différences sont génétiquement déterminées, et ne dépendent pas du milieu de vie. Donc si c'est génétiquement déterminé, comme on avait vu par exemple dans le cas de la drépanocytose, qui est une maladie d'origine génétique, on peut très bien imaginer qu'en voyant les deux phénotypes différents, qu'il y a eu une mutation au niveau d'un gène. Bon. Donc on va avoir la surprise qu'en fait ce n'est pas cela. Et donc ces différences de phénotype ne correspondent pas à un gène, à la mutation d'un allèle, donc d'un gène. Puisque là en fait on aurait deux allèles du même gène, et qui pourraient expliquer ces deux phénotypes macroscopiques, donc qui dériveraient indirectement, donc qui serait la conséquence indirectement de phénotypes moléculaires. Alors, les scientifiques ont identifié un gène que l'on nomme PITX1, donc PITX1, dont le rôle est déterminant dans la mise en place des nageoires pelviennes. Grâce à un colorant spécifique, on peut repérer la présence d'ARN messagers qui vont correspondre à l'expression de ce gène. Donc l'expression du gène va donner par transcription en fait un ARN messager, comme nous l'avons expliqué dans d'autres cours. Donc ceci au stade embryonnaire durant lequel vont se former les membres. Alors il faut vous trouver une photographie sur internet montrant une zone d'expression du gène PITX1 chez un embryon d'épinoche marine et lacustre. Alors on voit, donc on nous montre, on peut repérer, donc là je vois grâce à des flèches, donc des zones qui indiquent qu'il y a bien l'expression du gène PITX1 que l'on observe bien sur la face ventrale des embryons. Donc ça veut dire qu'on a bien dans l'espèce marine, donc qui vit dans de l'eau de mer éventuellement, dans de l'eau salée,
bien on voit bien, hein, donc il y a des ARN messagers. Donc ça veut dire que comme l'ARN messager est l'expression du gène PITX1, bien ça veut bien dire que la transcription a lieu et que ce gène va bien s'exprimer en formant un ARN messager. Par contre, quand on regarde la photographie, alors la même expérience a été faite, mais on ne voit pas de zone d'expression du gène PITX1 donc chez l'épinoche lacustre. Bon, donc ça veut dire que peut-être qu'éventuellement il y a eu une mutation. Alors pour ça, on va vérifier qu'il y a eu une mutation ou pas. Alors, on utilise le logiciel Anagen ou Génigène pour comparer les séquences codantes du gène PITX1 des épinoches marines et lacustres. Donc je vous invite à le faire hein, sur Anagen. Donc vous téléchargez Anagen si vous voulez, puis vous avez dans la banque de données, vous pouvez avoir accès à deux allèles, l'allèle PITX1 épinoche marine et l'allèle PITX1 épinoche lacustre. Et puis vous allez sélectionner ces deux séquences d'ADN et vous allez comparer ces deux séquences. Alors quand on fait la comparaison des séquences codantes du gène des deux formes d'épinoche, on s'aperçoit que les deux séquences sont strictement identiques. Alors ce qui est assez étonnant. Et on ne voit pas de mutation. Donc si on était dans le cas de la drépanocytose, on aurait vu par exemple qu'il y avait une thymine à la place d'une adénine en position globalement numéro 20. Dans la séquence des nucléotides, en partant du numéro 1, on va vers le numéro 20. Et là, on aurait, au lieu d'avoir une adénine, on aurait une thymine. Et là, on a bien une mutation. On aurait bien une mutation qui expliquerait la différence du phénotype moléculaire dans le cas de la drépanocytose. On aurait les protéines HBA dans le cas normal et la protéine HBS dans le cas anormal. Et là, ce n'est pas le cas. On s'aperçoit que les deux séquences d'ADN correspondant à l'épinoche, marine et lacus sont strictement identiques. Alors là, on est confronté à un gros problème. Et là, on va comprendre que nos facteurs de transcription et notre séquence régulatrice vont intervenir. Mais comment? Nous allons l'expliquer tout à l'heure. Alors, essayons de faire une expérience de transgénèse. Alors la transgénèse, c'est quoi? C'est simplement prendre un gène dans une espèce. Alors, ça peut être faire un transfert au sein d'une même espèce ou entre deux espèces différentes pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, ce que l'on fait, on va analyser et on va comparer le génome des deux variétés, donc de l'épinoche lacustre et de l'épinoche marine. Et les chercheurs, en fait, ont identifié un segment d'ADN qu'ils ont appelé la séquence PEL, P-E-L, que vous pouvez écrire en majuscule, donc qui est présent, et il est à côté, tout à côté du gène PITX1. Il est en amont, c'est-à-dire avant le gène PITX1. Donc ça veut dire qu'on a une séquence PEL, et une séquence à côté qui serait le gène PITX1 en amont. Non, en amont, c'est la séquence PEL, et après, on aurait la séquence PITX1. Donc la séquence PEL, elle contient 2500 paires de nucléotides, et chez les épinoches lacustres, il y a une portion de 488 paires de nucléotides de la région PEL qui a disparu. Donc il y a eu une mutation que l'on appelle une délétion, et au lieu qu'il y ait un seul nucléotide qui disparaisse par délétion, là on a 488 paires de nucléotides qui ont disparu de la séquence PEL. Donc vous vous souvenez, on avait la séquence PEL donc en amont, et en aval, donc on avait la séquence PITX1. Bien, dans cette séquence PEL, 488 paires de nucléotides ont disparu. Alors là, on commence à comprendre, donc on commence à se dire qu'il y a peut-être une relation entre la séquence PEL et puis le fait que l'on ait deux phénotypes macroscopiques différents.
Alors, les chercheurs ont réalisé une expérience de transgénèse. Ils ont inséré à l'intérieur d'un œuf d'épinoche lacustre une construction génétique comportant la séquence PEL des épinoches marines. Donc, ils ont en fait pris une cellule œuf d'une épinoche lacustre et à partir d'une épinoche marine, ils ont prélevé la partie ADN que l'on appelait PEL, P-E-L. Et cette séquence PEL, donc ils l'ont ingérée, pas ingérée, mais insérée dans la cellule œuf. Donc cette cellule œuf, a réussi à intégrer la séquence PEL. Alors il faut que ça s'intègre au bon endroit. La séquence PEL est en amont de la séquence PITX1. Ils ont réussi à intégrer la séquence PEL juste à côté de la séquence PITX1. Alors dans la transgénèse, on n'avait pas besoin d'insérer à la fois PEL et PITX1, puisque PITX1 a la même séquence dans les deux cas. Donc dans les deux, que ce soit lacustre ou marine, c'est les deux séquences. Donc il suffit juste d'insérer la séquence PEL. Donc par micro-injection de séquence PEL d'épinoche marine dans une cellule œuf d'épinoche lacustre, ils ont réussi à faire cette expérience de transgénèse et cela a bien marché. En fait, l'épinoche lacustre transgénique a bien produit des espèces d'épines pelviennes. Donc ça veut dire que la clé de la compréhension est bien dans cette séquence PEL, donc qui joue un rôle relativement à l'expression du gène PITX1. Donc ça veut dire que la simple présence de la séquence PEL en amont a fait que le gène PITX1 a pu s'exprimer pour donner évidemment un ARN messager. Alors précurseur, puis éventuellement il y a eu un épissage. Là, j'ai pas de document pour dire si vraiment il y a eu un épissage ou si directement le gène a été transcrit en ARN messager, puis cet ARN messager directement traduit en protéines. Ça, on n'a pas d'informations. En tout cas, donc ça a marché, l'expérience de transgénèse. Donc le gène PEL a bien été inséré, pas le gène, mais la séquence PEL a bien été insérée, et puis le gène a pu s'exprimer pour donner donc une nageoire pelvienne épineuse assez développée. Alors, maintenant, quel est le rôle? On peut se poser la question. Donc là, on va parler dans PEL d'une séquence qui va réguler la séquence codante. C'est quoi la séquence codante? C'est le gène, évidemment. Donc la séquence codante, donc le gène codant, séquence codante, c'est le gène PITX1. Et on a bien juste à côté la séquence PEL, on va dire que c'est une séquence régulatrice. Et puis, donc la séquence PEL est une séquence d'ADN sur laquelle peuvent normalement se fixer un ou des facteurs de transcription. Alors facteurs de transcription, ce sont des particules spéciales qui vont faire en sorte que l'ARN va pouvoir être transcrit par la séquence d'ADN. Le gène va pouvoir subir la transcription. Alors on a la formation d'un complexe facteur de transcription ADN. Donc facteur de transcription ADN, ça veut dire que le facteur de transcription vient se fixer sur l'ADN. En fait, ce qui va déclencher l'entrée en action. Alors, quand je dis se fixe sur l'ADN, donc se fixe globalement sur la séquence régulatrice PEL. Pourquoi régulatrice? Parce que c'est le fait que PEL soit présent fait que c'est bien cette séquence qui régule, donc qui va réguler l'expression du gène. Donc on parle bien de séquence régulatrice PEL. Donc la séquence régulatrice PEL, donc sur cette séquence PEL, en fait, va se fixer un complexe, un facteur de transcription, donc ça va former une espèce de complexe, et ce complexe étant formé, eh bien l'ARN polymérase va pouvoir venir se fixer sur l'ADN pour assurer son rôle et faire la transcription de l'ARN, du précurseur, donc de l'ARN messager en tout cas. On va dire ARN messager pour simplifier. Donc cette ARN polymérase, elle est bien active
Et donc cette activité d'expression se fait en aval, évidemment, de la séquence PEL qui, elle, est en amont. Bon, donc pour cette raison, la séquence PEL est qualifiée de séquence régulatrice. Pourquoi? Parce que c'est elle qui régule le fait que la transcription peut avoir lieu. Donc voilà, donc c'était la régulation de l'expression du gène PITX1. Donc c'est possible parce que, je répète, il y a une séquence régulatrice PEL qui est située en amont, qui, lorsqu'un facteur de transcription vient se fixer, eh bien, cette séquence PEL permet l'expression de la séquence codante PITX1, c'est-à-dire que ce gène va pouvoir s'exprimer en donnant une protéine. Et donc, on peut expliquer ainsi la différence de phénotype, donc moléculaire, dans un premier temps, et ensuite macroscopique, puisque là, on comprend bien que la différence de phénotype entre les deux épinoches marines ou lacustres est expliquée par le fait que la séquence PEL peut s'exprimer, peut jouer son rôle de séquence régulatrice ou non. On rappelle qu'un facteur de transcription, c'est une molécule qui régule, dans le sens activer ou inhiber, la transcription après sa liaison avec l'ADN. Et là, dans ce cas-là, c'est bien le facteur de transcription a bien un rôle d'activation. Donc c'est activateur. Et la séquence régulatrice, donc c'est la séquence PEL, je répète que c'est la partie d'une molécule d'ADN qui ne code pas pour une protéine, mais qui va influencer le niveau de transcription du gène correspondant. Là, par exemple, ce sera le gène PITX1. Donc voilà, on a compris comment certains facteurs internes peuvent modifier l'expression des gènes. On a pris l'exemple de l'épinoche, on a vu qu'il y avait deux phénotypes différents. Et puis, donc cette expression de l'information génétique n'est pas le simple fait de former par transcription un ARN messager qui va subir un épissage, puis on obtiendra des ARN messagers en conséquence qui vont, grâce au code génétique, donner des protéines différentes. Il n'y a pas que cela, il existe également une expression génétique qui va donner un phénotype qui sera possible, alors moléculaire dans ce cas-là, puis cellulaire et macroscopique, mais qui ne sera possible que si des facteurs de transcription vont pouvoir en quelque sorte se fixer sur des séquences régulatrices qui elles-mêmes vont faire en sorte que, donc la formation de ce complexe va faire en sorte que la transcription sera possible ou non. Donc dans ce cas-là, la transcription était possible dans le cas de l'épinoche marine, mais dans le cas de l'épinoche lacustre, puisqu'on a vu qu'il y a une délétion, il y avait une délétion de... Donc il y avait une délétion de qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, délétion de 488 paires de nucléotides dans la région PEL. Eh bien, évidemment, pour les épinoches lacustres, il n'y a pas de nageoire pelvienne épineuse. Bon, on pourrait en discuter encore pendant longtemps. Je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai trouvée intéressante qui concernait... Alors, je me mets... Bon, une vidéo intéressante sur vimeo.com. Donc vous tapez épinoche PITX1 et vous allez voir, c'est assez bien expliqué. Je vous invite également à voir donc un exercice qui a été proposé, donc correspondant à un exercice type baccalauréat, donc qui avait été fait donc au niveau terminal. Je vous invite également à voir un article de Jean-Claude Hervé et Naoum Salamé, qui a parlé justement de ce gène PITX1 concernant la diversification génétique et la diversification des êtres vivants. Donc c'était avant la réforme du lycée, c'était
proposée en classe de terminale, et là on place cette étude plutôt en classe de première de spécialisation, en simplifiant un petit peu les choses. Donc voilà. Donc nous avons répondu au problème. C'était quoi le problème? Eh bien, le problème, c'était comment certains facteurs internes peuvent modifier l'expression des gènes au cours du développement. On a vu facteurs de transcription, séquences régulatrices. Le cours est terminé. Merci.